J'ai deux questions en fait. Si tu n'as jamais été à l'école, pourquoi n'es-tu pas illettré? Et si tu n'as jamais mangé de bonbons, as-tu des caries? Ouais, j'ai terminé, mais je sais pas. C'est pour une autre chose, mais je ne vais pas la dire ce soir, parce que je ne veux pas polémiquer sur le sujet. Et pourquoi je ne suis pas illettré? Ben parce que, en fait, contre-question, question contre question, comment as-tu appris ta langue maternelle? Je me souviens pas, j'étais trop petit. Il faut se dire une chose. Du point de vue neurobiologique, on ne fera jamais plus dans notre existence d'efforts aussi considérables et aussi incroyables que d'apprendre notre langue maternelle. Il n'y a rien de plus difficile à apprendre qu'une langue maternelle. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre une langue. Quand on apprend une autre langue, on apprend juste des sons différents pour faire la même chose, qui est de communiquer. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que l'enfant entend une mélodie et n'a même pas la notion de la communication verbale. Vous vous rendez compte ce que ça signifie que d'apprendre une langue maternelle. Donc du point de vue neurobiologique, on le sait de nos jours, il n'y a pas d'acte plus, il n'y a pas d'apprentissage. L'apprentissage le plus difficile et le plus intense que nous aurons à faire dans notre vie, c'est l'apprentissage de notre langue maternelle. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour ça, par chance encore. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de feuille de route. Chacun l'a fait, à sa manière, à un moment donné, sans avoir à connaître 20 mots à 2 ans. Personne n'a suivi la même méthode et personne ne l'a enseigné. Donc, si on est capable de faire seul cette chose incroyable d'apprendre notre langue maternelle, ça devrait nous mettre sur la piste du fait qu'on devrait pouvoir apprendre tout le reste de la même manière. Or, il se trouve que l'on ne peut pas ne pas apprendre. Mon ami Jean Le Prix raconte par exemple qu'un élève qui a envoyé un SMS pendant le cours d'anglais a appris à envoyer un SMS pendant le cours d'anglais. Donc il est strictement impossible de ne pas apprendre. D'ailleurs, on apprend toute sa vie. On apprend même... D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez que, je cite Gerald Hüther, quand on vit à Moiran, quoi? Un moiré? Non. C'est joli, mais c'est versicolore. Hein? Moirané? Moirané. Vous savez, c'est joli en tout cas. C'est moins versicolore, mais c'est... Un moirané de 85 ans, il faudra que je vous raconte, mais un moirané de 85 ans n'aura aucun mal à apprendre le chinois en 6 mois, mais pour cela, il faudrait que... Et pour être enthousiaste, il faudrait par exemple qu'il soit tombé amoureux d'une jeune chinoise de 75 ans. Et donc, ça on le sait en plus. Chacun d'entre nous le sait ça. Autrement dit, quand à 85 ans on n'apprend pas le chinois en 6 mois, c'est pas qu'on a un problème technique cérébral, c'est qu'on a un problème d'enthousiasme, et c'est tout. Donc l'idée par exemple qu'il faut apprendre les choses tôt parce que plus tard on ne pourra pas les apprendre, d'ailleurs l'idée d'apprendre des choses qui ne nous intéressent pas parce qu'elles pourraient nous être utiles plus tard et que plus tard on ne pourra pas les apprendre, est totalement fausse. D'ailleurs de toute manière, apprendre quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est rigoureusement impossible. Rigoureusement? Non, parce qu'on compte les syllabes. C'est rigoureusement impossible. Nous ne le pouvons pas. On peut apprendre par cœur quelque chose, mais c'est absolument pas durable et ça ne nous reste pas. Ça vous rappelle quelque chose? Or, ça s'explique de manière neurobiologique pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je sais plus du tout ta question, mais c'est pas grave. Alors, tout d'abord parce que tout simplement, nous ne pouvons apprendre, il ne peut y avoir d'inscription dans notre cerveau que si nos centres émotionnels sont activés. Pour que nos centres émotionnels soient activés, il faut que ça nous prenne le trip. Je perds la voix, c'est ça? Ceux qui sentent venir à fond, tu crois qu'il vaut mieux le... On va voir combien de temps ça dure? Si ça coupe, tu nous dis? Non, c'est vous qui me dites, moi j'entends pas vraiment. Ok, bon, on dit alors. Donc pour que nos centres émotionnels soient activés, il faut que ça nous prenne au trip. Donc si ça ne nous intéresse pas, il y a une explication toute simple. Hein. Par exemple, nous n'apprenons qu'en réseau. Non, j'en vois qu'ils sont déjà tout contents, mais aussi. Mais nous n'apprenons qu'en réseau. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient connectées à quelque chose qui nous prend au trip.
J'aime beaucoup l'expression allemande ou anglaise qui nous va sous la peau. C'est un peu ça. C'est vraiment ça en fait. Pour vous donner un exemple très concret, l'enfant s'intéresse, on va prendre un méta-intérêt aux autos. Quand il s'intéresse, on va donc intérêt, méta-intérêt, automobile. Auto. Qu'est-ce qui est relié? Alors, pneu, on va faire un jeu. Oui. Là, je suis perdu, mais je ne sais pas pourquoi, comment ça fait que ça se... Je pense que c'est la connectique derrière quand tu bouges qui... Alors, C'est la veste. je vais faire les Chip and Dales juste au micro. Un tout petit peu. Un mois avant ce soir. Recule-toi un peu comme ça on voit dans la caméra. Mais je voulais te prendre le micro, abandonner celui-ci. Du coup, pour les questions, je ne sais pas ce qu'on a en train. Du coup, je ne vais pas pouvoir gesticuler de la même manière, et toi, tu vas avoir un stress parce qu'il faut que tu me règles. C'est faisable? Vous m'entendez? Je ne m'entends plus du tout, moi. Donc, automobile, l'auto. Qu'est-ce qui est connecté? On va faire le jeu ensemble. Roue, oui. Phare, essuie-glace, rétroviseur, clignotant, chiffre pi. Vous voyez ce que je veux dire? Par la nécessité que les choses soient connectées, parce que feu de circulation, oui. Ampoule, du coup, peut-être, mais alors pi, pas du tout. Quoique. Je m'étais construit... Il y en a qui connaissent l'histoire, alors forcément. Je m'étais construit une auto en Lego. Je m'avais fait une carrosserie en carton. Et j'avais longuement attendu un moteur Lego qui allait avec. Et il coûtait 110 francs à l'époque, je m'en souviens. Et c'était pas facile pour nous de dépenser 110 francs. Mais un jour, j'ai eu ce moteur Lego. Et sur la boîte, alors j'avais installé ce moteur dans ma voiture. Et j'arrivais pas à lui courir derrière tellement elle roulait vite. Et sur la boîte du moteur Lego, de manière aussi schématique qu'est Lego, donc de manière très simple, il y avait indiqué la formule selon laquelle on peut calculer une démultiplication ou une surmultiplication en comptant les dents de l'engrenage, et était aussi indiqué la vitesse de rotation de l'axe du moteur. Partant de ces paramètres, je pouvais calculer la vitesse de rotation de la roue de ma voiture. Parce que je me doutais que j'étais sur la piste, mais je ne savais pas encore comment j'allais m'en sortir pour savoir à quelle vitesse roule ma voiture. À l'époque, je sais que vous allez me le demander, alors je vous le dis, j'avais à peu près 6 ou 7 ou 8 ans. Je ne sais plus très bien, mais l'âge n'ayant aucune importance dans mon existence jusqu'ici, j'ai du mal à me souvenir avec précision de l'âge. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas Wikipédia. Je n'ai pas pu taper dans Google le moindre mot-clé, mais de toute manière, même si j'avais eu ces outils-là, quel mot-clé taper? Donc, j'ai pris un outil extrêmement complexe qui était la rousse rose de ma maman. Je vous jure qu'il y a des outils plus directs. Et je suis parti du mot roue pour essayer de voir à quoi j'arrivais. Et j'ai littéralement surfé de notion en notion, de mot en mot. Et en chemin, j'en ai rencontré toutes sortes. Je tombe nez à nez avec le chiffre pi, auquel je n'ai absolument pas cru. Je ne lui ai absolument pas fait confiance. Le chiffre pi, il va falloir qu'il fasse des preuves. Et mais c'est amusant, vous allez voir pourquoi. Du coup, comment procéder? Il a fallu vraiment une longue réflexion pour me rendre compte que si je prenais une feuille de papier, que j'en entourais ma roue, que je mettais un point d'encre qui traverse les deux épaisseurs, puis que je déroule le papier et que je mesure, je pourrais vérifier pi. Eh bien, vous savez quoi? Je ne sais pas si vous l'avez remis en question et contrôlé, j'en doute. Mais si vous vous êtes jamais posé la question de savoir si pi fonctionne ou pas, je peux vous en apporter la preuve. Je l'ai testé, pi fonctionne. Et donc, je savais quelle distance parcourait ma roue en une révolution. Donc c'était facile, en calculant la vitesse de rotation de ma roue, en utilisant les centimètres, d'obtenir des kilomètres/heure. C'était assez complexe. Et je suis allé au lit très heureux parce que j'avais enfin réussi à savoir que ma voiture faisait quelque chose comme du 11 km/h ou quelque chose comme ça. Et je me suis réveillé le lendemain très contrarié parce que je me suis souvenu de certaines choses, notamment que pendant ce surf des pages de la rose rose de ma maman, j'avais
fait la connaissance de certaines notions, telles par exemple que la friction de la roue sur le sol, qui ralentit la voiture considérablement, et puis l'aérodynamique. Alors la voiture, dont j'avais imité la carrosserie en carton pour et mon châssis en Lego, c'était la voiture de mon papa, c'était une Simca 1100. Ça dit quelque chose? Ça a une aérodynamique d'armoire normande. Donc, ce coefficient retarde considérablement, ralentit considérablement ma voiture, et en plus, les 4000 tours minute, c'est une vitesse théorique. La personne qui a compté pour vérifier que c'est vraiment 4000 tours minute la vitesse de rotation du moteur en question. Donc, tout cela conjugué faisait que les 11 km/h en question étaient vraiment, vraiment théoriques. Et je me suis souvenu que dans les pages de ce Larousse, j'avais fait la connaissance de Sir Malcolm Campbell, l'oiseau bleu, la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Et lui, alors du coup, je suis retourné lire cette histoire, qui est d'ailleurs passionnante, et puis je l'ai cherchée ensuite par ailleurs, mais j'ai du coup appris comment il mesurait la vitesse de sa voiture. Il y avait une bande magnétique, pas dans les tout premiers essais, mais ensuite il y avait une bande magnétique au début, une bande magnétique à la fin. Au début, il y avait juste quelqu'un au début et quelqu'un à la fin. On lançait un chronomètre, et dès que la voiture franchissait un 1000, on réappuyait sur le chronomètre et on voyait le temps mis à partir d'un 1000 et on faisait le calcul comme ça. C'est comme ça que j'ai pu calculer la vitesse réelle de ma voiture. C'était juste pour dire que Pi peut être à n'importe quel moment connecté et relié à Auto. Mais si ça tombe du ciel, c'est pas connecté. J'essaie de reconnecter du coup à ta question. Je peux raconter de manière très pratique comment j'ai appris à lire et à écrire. Mais ça aussi, c'est une mauvaise habitude. On est très très conditionné, peut-être qu'on va parler de conditionnement aujourd'hui, mais on est très très conditionné. Et une de nos mauvaises habitudes, c'est par exemple de séparer les choses qui n'ont pas à l'être. De séparer l'apprentissage de la lecture, par exemple, des autres apprentissages. Ça ne devient intéressant que quand on se rend compte que c'est un ensemble et que c'est une sorte de filet, de réseau tridimensionnel qui se développe de manière permanente, tridimensionnelle, et que c'est difficile de sortir la lecture de ce contexte pour voir comment ça s'est passé. Parce que dans le cadre d'une évolution très organique, on ne peut pas séparer la lecture de la parole, de la marche, de toutes les 1000 choses que l'enfant de 43 ans ou de 3 ans, en permanence, emmagasine, apprend, compare, conclut. Et donc, séparer la lecture et l'écriture des autres domaines est totalement artificiel. Parce que pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut prendre un peu de recul et se rendre compte justement de ce tout. C'est là que ça devient très intéressant. Mais je peux quand même répondre en pratique à la question. C'est qu'à 3 ans, je regardais un livre et j'ai dit à mes parents qu'il y avait des coquetiers et des œufs dans ce livre. Et aussi, ils sont souriants, ils voulaient savoir de quoi je parlais. Je parlais des caractères C et O, qui en français, comme vous le savez, sont souvent ensemble. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des coquetiers sans œufs et des œufs sans coquetiers. Alors j'ai voulu savoir ce que c'était et on m'a expliqué ce que c'était sans fioriture, sans être didactique. On m'a juste expliqué que c'était des caractères, qu'ils avaient un nom et qu'ils avaient un son. Et du coup, moi, j'ai voulu connaître leur nom et leur son. C'est pas autant. Il faut que tu me sentes parce que je suis pas du tout centré. Hein? Juste sous le menton, oui, ça claque. Du coup, c'était devenu un jeu, un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré à l'époque. Je voulais connaître le nom et le son de chaque lettre. Ce qui fait qu'à 3 ans, très rapidement, ça ne vous rappelle pas des choses. Parce qu'il y a plein d'enfants, donc c'est le cas. Il y a plein d'enfants qui savent lire et écrire avant d'aller à l'école, et ce n'est pas leurs parents qui leur ont appris. Donc, je savais le nom et le son de chaque lettre, ce qui me permettait d'ailleurs de déchiffrer tout ce que je voyais. C'était un de mes jeux préférés, de m'arrêter au feu rouge, enfin plutôt la voiture s'arrêtait au feu rouge, et puis tu regardes sur le côté, il y a un P, un H, déjà ça fait... Et après il y a un A, pa, rma, si, pharmacie. Ce petit tas de signes finit par faire un mot fascinant. Je me souviens très très bien de ça, j'avais 3 ans. Là où ça devient amusant, c'est que je savais donc déchiffrer tout ce que je voyais, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de
décrit autour de nous à 3 ans. Et je savais toujours aussi bien déchiffrer à 4 ans. Et je ne savais toujours que déchiffrer à 5 ans, même à 6 ans, même à 7 ans. J'avais 8 ans, je ne lisais toujours pas de manière courante. Et personne ne s'est fait de soucis. C'est la seule différence. Mes parents n'en ont pas fait un problème, j'ai pas été pathologisé, ça se dit ça en français? Pathologisé, pour ceux qui parlent allemand, non? On m'a emmené chez aucun spécialiste. Vous savez, ces spécialistes dont les spécialités commencent par 10 et finissent par I. À ce sujet, j'ai une chose à vous raconter. On va faire un petit exercice ensemble. Ceux qui voient le pont que je suis en train d'essayer de faire, bon entendeur, salut. Regardez, on fait un petit exercice ensemble. Je vous donne quelques secondes pour regarder autour de vous et prendre note de tout ce qui est de couleur rouge. Voilà, maintenant vous fermez les yeux tous et vous me dites ce qui était bleu. Et mes parents ne voulaient surtout pas piétiner un processus invisible parce que caché, parce que vous savez quand vous plantez un oignon dans la terre, vous ne le ressortez pas de terre tous les jours pour voir s'il va bien. Donc ils ne voulaient pas piétiner quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Et ils ont eu raison parce qu'à 8 ans et demi, j'ai pris un livre et j'ai lu couramment. Le moment était venu. Puis il y avait eu toutes sortes de processus. Puis ils ne se sont pas fait de soucis parce qu'ils voyaient tout ce que l'enfant, par ailleurs, apprenait, avec quel enthousiasme, avec quelle véhémence. Et en fait, si on le faisait, on se ferait de soucis pour rien. Ils sont toujours un peu la victime de nos peurs. Ils sont vraiment toujours la victime de... D'ailleurs, vous savez ce que c'est un pullover? Un pullover, c'est quelque chose qu'on met à l'enfant quand les parents ont froid. Les enfants, de toute manière, ça les surprend toujours. Je vais vous raconter une histoire. Ça n'a rien à voir. Une première surprise pour moi, c'est que mon fils adore les camions. Et un jour, j'ai trouvé en chemin un camion de 62 cm de long, noir et vert, grand comme ça. C'est pour ça que... j'en ai jamais eu moi un aussi beau. Je l'ai fait emballer, on l'a mis dans un sac en plastique et je suis parti pour aller à la maison. Et pendant tout le chemin, je me réjouissais de lui donner ce camion. D'ailleurs, je suis arrivé à la maison, j'étais rayonnant, et il est venu à ma rencontre rayonnant. On s'est mutuellement rayonné. Je lui ai donné mon cadeau, il l'a sorti du sac, il l'a déballé, et là, il faut que vous me croyiez, quand je vous garantis qu'il a joué non-stop pendant 3 jours avec l'emballage. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah oui, c'est ça le problème. Tu te définis comme quelqu'un de banal? Non, de banal. La balnéothérapie, ça doit être autre chose. Moi, c'est plus sur le milieu. Je voulais avoir ton milieu, en fait, est-ce que c'était pas exceptionnel? Quel regard tu as aujourd'hui sur le milieu dans lequel tu as baigné? Tu vois, je veux bien. Enfin, ouais, toi, tu étais banal, mais voilà, le milieu n'était pas exceptionnel. Les circonstances étaient exceptionnelles, mais à la disposition de chacun. Ce que je veux juste dire, c'est que oui, le fait qu'on ne m'ait pas sorti tout le temps de terre pour voir si j'allais bien, on peut dire que c'est des circonstances exceptionnelles. Mais en même temps, alors, on va parler de mes parents du coup, merci. Mes parents ne sont pas partis d'une idée, ils ne sont pas non plus partis d'une théorie, ils ne sont pas non plus partis d'une hypothèse, ni d'une idéologie, ni surtout d'une méthode. Parce qu'en fait, de ce dont je parle, c'est pas une méthode alternative, hein, c'est l'alternative aux méthodes. Ils ne sont pas partis d'une méthode, ils sont partis de rien du tout. Et c'est là l'originalité, c'est là que c'est révolutionnaire alors que c'est tout simple. Ils sont partis de l'enfant. C'est tout. Partant de là, tu ne peux pas faire d'erreur. Ils sont partis de l'enfant. Et les circonstances, oui, j'ai grandi dans des circonstances tout à fait particulières, dans des conditions tout à fait particulières. Ça, j'en conviens. J'en conviens. Mais il faudrait se garder de croire que par cela, je suis exceptionnel et que par cela, je suis un privilégié et que ce n'était possible que à ma famille. Parce que mes parents ne se sont pas réveillés un matin
en regardant autour d'eux et en disant « Ah, chouette, toutes les conditions idéales sont réunies, les circonstances sont favorables, nos connaissances sont idéales, oh, ben, si tout est tellement parfait, on ne va pas envoyer nos enfants à l'école. » C'était pas ça le cas. C'était strictement l'inverse. Aucune circonstance, aucune condition, rien n'était idéal. Mais ils ont pris cette décision parce que pour eux, il n'était pas possible, il n'était pas envisageable de faire autrement que de respecter la disposition spontanée de l'enfant. Ils étaient portés par une question très similaire à celle d'Antonin lorsqu'il a voulu mettre le noyau de menthe dans l'eau. Leur question c'était quel sera le prochain pas naturel dans le développement naturel de l'enfant, et pas par quelle action pédagogique de notre part pourrions-nous introduire le pas suivant. C'est tout. Donc ils voulaient voir ce qui allait se passer. Ils savaient, parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux, ils avaient confiance en l'enfant. Ils voulaient voir, ils voulaient se garder et nous garder, nous préserver de tout intrant. Et du coup, donc, ils n'ont pas attendu que les circonstances soient bénéfiques, soient positives, soient appropriées pour prendre cette décision. Ils ont pris cette décision et ont inventé à partir de là, au jour le jour, au fur et à mesure, les circonstances qui ont rendu cette décision possible. Et ça, chacun d'entre nous le peut à chaque instant. Est-ce que ça répond à ta question ou pas du tout? C'est pas parce que les conditions étaient réunies qu'ils ne nous ont pas envoyés à l'école. C'est parce qu'ils ne nous ont pas envoyés à l'école qu'ils ont réuni les conditions rendant cela possible. Je te vois très dubitatif. Oui, mais c'est qu'il y a aussi les voisins, celui qui tient le bar, la boulangère, tout le monde te dit votre enfant n'est pas à l'école. Alors, la pression sociale, c'est ça, la pression des jeux. La pression sociale. Le milieu général dans lequel tu as baigné. Mais j'ai baigné dans le même que tout le monde. Simplement, je vais t'expliquer, comme je baigne actuellement dans le même milieu et j'en suis bien heureux que tout le monde, avec mon fils de 4 ans. Et pour répondre à ta question, parce que celle-là, elle est très intéressante, la pression sociale, etc., on me dit aussi souvent, mais de quoi étaient armés tes parents? Quelle était leur carapace pour résister à cette pression dont tu parles? Je ne sais pas si vous avez entendu, le barman, le voisin, la boulangère, les gens dans le bus, etc. La famille. La famille, oui, tout le monde. Donc, comment résister à la pression? Comment faire face à la pression? En fait, finalement, c'est tout simple, ça dépend toujours de quel côté du miroir on se trouve. Et cette dite pression, la dite pression sociale peut être vachement amusante. Ça dépend de quel côté on est. Et pour illustrer pourquoi la dite pression sociale peut être amusante, il faut que je vous emmène de l'autre côté du miroir. Je vous emmène de l'autre côté du miroir avec Antonin, qui a 2 ans et qui veut une auto. Alors on est allé dans un magasin de jouets et il a choisi une auto. Il a choisi, pour les connaisseurs, une Ford Mustang rouge au 18e, en 1/18e, c'est-à-dire grande comme ça. Cabriolet, c'est très important parce que du coup, tu as accès au volant et tu peux faire bouger les roues. Un modèle de collection, très beau modèle, avec lequel nous allons à la caisse. Et là, la caissière, d'ailleurs, confirme, en prenant la voiture, c'est très très beau modèle que vous avez choisi. Il est vraiment magnifique. Je vous l'emballe, hein, c'est pour un cadeau. Je dis non, il va jouer tout de suite. Quoi? C'est quand même pas pour lui. Si. Mais enfin, c'est pas du tout adapté à son âge. Regardez, là, on a des voitures adaptées à son âge. Et elle me montre des voitures adaptées à son âge. Vous les connaissez? Vous savez, c'est des objets en plastique, difformes, aux proportions complètement fausses, aux couleurs vives, comme on dit, okay, avec un nez, des oreilles, un sourire, un visage. Et en plus, aussi c'est vrai, oui. Et en plus, celle-là, elles avaient de l'audio. Vous savez? Allô, bonjour, je suis une voiture et toi qui? Mais mon fils, qui est un enfant comme tous les autres, bougez-vous les oreilles, il est pas con quand même. Il veut une voiture comme celle qu'il voit dehors, dans la rue. Il veut, pour jouer, une voiture comme celle qu'il voit dans la rue. Dans la rue, il n'en voit pas des voitures en plastique avec des formations. Donc non, on prend la Mustang rouge. Et là, la caissière me dit, mais vous vous rendez pas compte? Il va la casser en 1000 morceaux. Alors là, il faut qu'on s'entende sur un truc.
elle essaye pas de me faire peur. Elle essaye de partager sa peur avec moi. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, elle trouve la peur ultime. Elle me dit, vous savez, non seulement il va la casser en petits morceaux, mais en plus les petits morceaux, il va les avaler. Et moi, je trouve génial que vous riez, que nous rions à leur filet, un peu aux dépens de la caissière. Hein. Mais c'est génial parce que vous riez parce que vous êtes avec Antonin de l'autre côté du miroir, on a confiance en l'enfant, où on sait, PS, 2 ans plus tard, il n'y a pas une égratignure, madame du Stade Rouge, on le sait ça. Donc on a ri de la caissière et de ses peurs. Mais vous imaginez, si on n'avait pas été de ce côté-là du miroir avec Antonin, on aurait été du sien à elle. Et qu'est-ce qui se serait passé? On se serait dit, ah, finalement, c'est son métier, c'est sa boutique, elle doit savoir de quoi elle parle. C'est certainement pas par hasard que sur l'emballage, il y a écrit ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Et le coup des petits morceaux qu'il va avaler, j'y avais pas pensé, on va peut-être finir aux urgences. Et on aurait eu peur. Et la pression sociale aurait eu un effet sur nous. Tandis que comme on est de l'autre côté du miroir, le plus naturellement du monde, on en a ri. C'est peut-être un petit... Moi, je donne ni truc, ni astuce, ni conseil, mais c'est peut-être petite piste. Ça te... Ah. C'est pas mal. Et les oncles et tantes, les grands-parents. C'est pareil. Tu sais, la famille proche, quand elle voit que les enfants, alors que toi, en tant que fils, et que tes enfants, par exemple, sont heureux, épanouis, ben, ils n'en veulent pas plus, en fait. Enfin, c'est mon expérience. Je te dis, je ne peux pas répondre à des questions d'ordre général. Vous aurez remarqué, je vais vous tutoyer tous ce soir, pendant la conférence, et à la sortie, je vous revois tous. C'est la pression sociale. La pression sociale. Inversée. C'est moi qui en exerce sur vous.